Ça fait des années que cette question du loup, moi, m'a taraudé. Depuis qu'il est revenu en 1992, c'est quelque chose qu'on craignait. Alors, quand je dis nous, c'est en tant qu'éleveur de brebis que je parle. Pas en tant que député européen à Strasbourg, mais en tant qu'éleveur de brebis. Et c'est vrai que pendant des années, cette crainte, on l'avait très fortement. On a eu, comme beaucoup d'éleveurs, des attaques de chiens errants. L'attaque de chiens errants, on sait ce que ça peut faire, ça fait un dégât considérable, mais c'est quelque chose qui est prévisible et on sait assez vite l'arrêter parce que voilà, c'est une divagation et on peut arriver à l'arrêter. Mais cette crainte de cette attaque, c'est quelque chose que tous les éleveurs qui ont déjà un certain âge et qui connaissaient, parce que les anciens leur avaient raconté, les voisins leur avaient raconté, c'est quelque chose qui est dans la mémoire collective, on savait que c'est quelque chose qui pouvait arriver. Et quand les premières attaques ont eu lieu, c'est vrai que ça a été un choc. Nous, on a eu une attaque de loup chez nous qui était un peu anachronique, on ne sait d'ailleurs pas comment ce loup est arrivé, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, il y a 15 ans, un loup est arrivé sur le Larzac. On ne sait pas comment il est arrivé là, mais il y a eu. Et plusieurs troupeaux ont été attaqués. Et c'est vrai qu'il faut se rendre compte de ce que ça veut dire pour un éleveur. Tout le monde vit dans l'angoisse. Quand on a des brebis en plein air, quand on se lève le matin, qu'on va faire le tour du parc, on ne sait pas ce qui va se passer. Heureusement, quand le loup est venu, la plupart des troupeaux étaient en bergerie, parce que la majorité des brebis chez nous sont des brebis laitières, donc elles rentrent la nuit en bergerie. Mais ceux qui avaient des troupeaux en plein air, eux se sont retrouvés dans une situation absolument incroyable. Et je dirais que pendant 15 jours, 3 semaines, ça a été une espèce de peur collective qui s'est emparée, parce qu'on est désarmé. Le berger ne sait pas quoi faire. Il ne peut rien faire. Même si on peut lui expliquer qu'on peut mettre des chiens patous, qu'on peut mettre des clôtures, qu'on peut augmenter le nombre de bergers, parce que c'est ce qu'on a expliqué, il faut que... Voilà. Tout ça, ça fait partie des choses qu'on a racontées aux paysans et aux bergers. Si en gros vous vous faites attaquer par les loups, c'est parce qu'en fait vos troupeaux ne sont pas bien gardés. Et tout un discours est arrivé là-dessus pour dire, mais en fait, si aujourd'hui les loups attaquent les troupeaux, c'est parce que, en fait, vous ne gardez plus vos bêtes. Et que donc, ce sont les grands troupeaux qui sont attaqués en premier. Comme si ça faisait une différence. Mais c'était une façon d'expliquer qu'en fait, on était en train de vivre la fin des paysans et qu'il n'y avait plus que des très grands troupeaux qui se faisaient attaquer dans les alpages, notamment des troupeaux de transhumance. Or, la réalité, évidemment, n'est pas celle-là, puisque près de 50% des brebis qui ont été tuées cette année l'ont été sur des petits et des moyens troupeaux. En tout cas, sur des troupeaux de moins de 400 brebis. Donc, on n'est pas du tout dans la situation qui était expliquée. Et c'est vrai que cette angoisse, elle a duré jusqu'à ce que, eh bien, le cadavre du loup soit trouvé sur un clapasse, un tas de pierres, et que personne, évidemment, a dit qui l'avait fait. Mais voilà, ça s'est fait, et les attaques se sont arrêtées. Et ça, c'était il y a 15 ans, et personne n'a jamais su expliquer pourquoi ce loup était arrivé. Aujourd'hui, on n'est pas dans la même situation. Et l'année dernière, et non, il y a 2 ans maintenant, j'étais dans les Cévennes, au pied du Cosméjean, où des premières attaques avaient eu lieu. Et j'ai été interrogé par un journaliste qui m'a dit, voilà, il y a eu cette attaque, est-ce que vous avez quelque chose à dire en tant que député écologiste? Et j'ai dit oui, pour moi, il n'y a qu'une solution, il faut tirer sur le loup. Et ça a créé évidemment un... Bête protégée, naturellement, on ne peut pas tirer sur une bête protégée. Alors, évidemment, c'est ce qu'on m'a expliqué, mais vous n'avez pas le droit de tirer sur une bête protégée. Berne, les dispositions de Berne, animal en voie de disparition. Ensuite, directive Habitat de l'Europe, c'est un animal qui est sanctuarisé. J'ai dit, mais entre les deux, aujourd'hui, il y a un choix. Et moi, je préfère qu'il y ait des bergers, qu'il y ait des paysans dans la montagne, parce que la biodiversité,
est là parce que cette montagne est habitée. Et qu'il faut arrêter de fantasmer une nature qui soit inventée de toutes pièces, et on n'est pas les descendants de Kevin Costner qui dansent avec les loups. Alors, les gens étaient un peu désemparés, les journalistes m'ont été indignés, donc ils ont retransmis consciencieusement ce que j'avais dit, et ce qui devait arriver est arrivé. Je me suis retrouvé attaqué évidemment par un certain nombre d'associations qui n'ont rien trouvé de mieux que de me mettre au tribunal, ce que je connais déjà. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'ai été attaqué de cette manière-là. Par des associations de défense du loup. Ça a été classé sans suite parce qu'évidemment, je n'avais pas d'incitation. Il m'avait dit que j'avais incité à régler le problème. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, cette question est devenue une question centrale pour énormément d'éleveurs et de paysans. Et qu'on y reviendra certainement parce que toi t'en parles dans ton livre, mais aujourd'hui on a des éleveurs qui ont arrêté à cause du loup. On a des troupeaux de races anciennes qui se sont redéveloppés grâce au travail patient des paysans, qui ont été anéantis, et donc on a aujourd'hui des paysans dans le désarroi, à tel point que dans plusieurs départements, que ce soit l'Ardèche, la Drôme et d'autres, la mutualité sociale agricole a mis en place un numéro vert pour venir en aide aux agriculteurs qui étaient victimes de ces attaques. Donc on a une situation aujourd'hui absolument dramatique pour les éleveurs. Et malheureusement, je termine avec ça, les pouvoirs publics aujourd'hui n'ont toujours pas pris en compte cette réalité, même si dans les discours, aujourd'hui on nous dit qu'on va faire des efforts, qu'on va aider, qu'on va pouvoir tirer un certain nombre de loups. On était à 27, maintenant on devrait en avoir 35, 36, mais en réalité, il y en a 7 ou 8 qui ont été tirés l'année dernière. En fait, les pouvoirs publics n'ont pas pris en compte la réalité de cette question-là. Et aujourd'hui, on est confronté à une situation absolument invraisemblable où cet animal est toujours sanctuarisé, puisqu'il fait toujours partie de la liste de Berne, alors que ce n'est pas un animal en voie de disparition, puisqu'on en compte, alors je le dis sous la surveillance, entre 10, 15, 17 000 au niveau européen à peu près, et donc ce n'est pas du tout un animal aujourd'hui qui est en voie de disparition. Donc je crois qu'il faut faire des choix, et que cette question du loup et des éleveurs, aujourd'hui c'est aussi un choix de société, et que c'est effectivement pour moi une vraie question à poser, et j'ai l'impression qu'on a tellement fantasmé une nature imaginaire, comme un paradis voilà, qu'on rêve, et malheureusement, la nature c'est pas comme ça, et le paradis ce ne sont pas des loups végétariens qui, voilà, le soir se couchent avec les brebis, ou des lions végétariens, etc., etc. C'est pas ça la réalité, mais on a une vision du monde, on a une vision de l'espace, une vision de la nature qui a été complètement dévoyée, parce qu'aujourd'hui, l'homme, dans notre civilisation, n'a plus ce contact avec la nature et ne se coltine plus la nature. Or, la nature, c'est pas forcément sympathique. Il y a des trucs sympathiques et des trucs pas sympathiques. Et par exemple, on sait quels champignons on va pas manger. Tous les champignons sont pas sympathiques. C'est pareil. La nature, c'est complexe, c'est divers, et ça peut être hostile aussi. Et le rapport de l'homme à la nature, ça a toujours été cette espèce de lien ambigu qui peut être idéalisé, mais qui est en même temps conflictuel, parce que l'homme, il vit dans un espace pour lequel il n'est pas forcément fait de cette manière-là, et donc il a été obligé de se construire en permanence, et la civilisation, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, s'est construite. Or, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une rupture par rapport à ça, et qu'au niveau de la culture globale qui est véhiculée, notamment à travers des grands médias, à travers la télévision, à travers les dessins animés, on se retrouve complètement dans un autre monde. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de Kevin Costner, mais j'en veux encore plus à Walt Disney. Merci. Il y avait déjà eu en 1965 un livre qui s'appelait Vers la fin des paysans. C'était déjà programmé, les chercheurs, les économistes avaient prédit en 1965 que c'était la fin des paysans. Et donc, à partir du moment où c'est la fin des paysans, on change de civilisation, on est dans autre chose.
Sauf que la réalité, elle n'est pas celle-là. Alors même si le nombre des paysans a très fortement diminué en termes dans la population active et que ça représente moins de 3%, ça dépend évidemment des territoires, ça c'est une moyenne, mais c'est vrai qu'il y a une diminution. Pour autant, sur les territoires ruraux, ce qui fait l'ouverture des espaces, ce sont les paysans, avec pas forcément les mêmes modes d'élevage. Et c'est développé, c'est vrai, avec cette diminution du nombre de paysans, avec ces éleveurs qui se sont installés aussi dans les années 70, qui ont réinventé le métier souvent de berger, avec une autre façon de s'en occuper, parce que on était moins nombreux, en faisant de la vente directe, ce qui était des choses qui n'existaient pas, enfin en changeant de modèle, on redonnait vie à un certain nombre de montagnes qui étaient en train de se fermer. Et c'est vrai que ça a été un véritable espoir pour énormément de territoires ruraux. Et malheureusement, avec ce qu'on est en train de vivre depuis quelques années, on a cette rupture. Et c'est vrai que nous, ça nous a surpris quand on s'est fait attaquer et que les bergers se sont fait attaquer comme étant des pollueurs. Et alors qu'il y avait quand même un vrai problème. La majorité de ceux que je connais qui ont été victimes du loup, de ces agriculteurs de montagne, beaucoup, par exemple, faisaient partie de la Confédération paysanne, qui est le syndicat auquel j'ai participé pendant les années, que j'ai contribué à créer, dont j'étais le porte-parole, et justement qui se battaient contre la logique de l'agriculture industrielle, de l'élevage hors sol, et qui ont développé, parfois de manière difficile, cette nécessité d'avoir une agriculture qui soit en cohérence avec son environnement, d'essayer d'avoir un élevage qui à la fois respecte l'animal, mais dont l'objectif c'est de faire du lait, de faire de la viande, parce que c'est le rôle de l'éleveur et qu'il n'y a pas honte à être éleveur. Et ça, du jour au lendemain, on s'est retrouvé attaqué dans la légitimité de notre métier de paysan par des gens qui nous ont expliqué, eh bien le paysan est trop en la montagne. On n'a plus besoin de paysans. Et je suis intéressé par ce que tu as dit en faisant le lien avec l'ours, parce que on a eu ce problème dans les Pyrénées. Le paradoxe, c'est que quand le dernier ours a été abattu, je dirais, c'est une connerie de l'avoir abattu, c'était le dernier ours des Pyrénées. On a décidé de réintroduire des ours. Et donc ça a été un espèce de fantasme collectif de réintroduire l'ours. Le problème, c'est que les ours qui sont venus de Slovénie, ils n'ont pas compris que c'était des ours de plaine qu'on a mis à la montagne. Ah, les ours, ils n'ont qu'une envie, c'est de descendre. Donc de pas, ils descendent alors qu'on aurait les remettre dans leur biotope. Le problème, c'est que leurs biotopes sont habités. Donc il y a conflit. Et aujourd'hui, il y a conflit avec ces ours slovènes. Et ça devient insupportable. Moi, j'ai un bon copain qui est éleveur de brebis, qui fait partie de ceux qui ont défendu l'ours jusqu'au bout et qui s'est fait croquer la moitié du troupeau. C'était dans la vallée d'Aspe il y a quelques années. Donc, on se retrouve là aussi dans une espèce de collusion entre une vision fantasmée de la nature et aussi un certain nombre de réglementations et de discours politiques, soi-disant pour faire plaisir aux écologistes, on va remettre des ours et on va remettre des loups. L'impression que j'ai, c'est qu'en faisant ça, on se dédouane de la véritable responsabilité qu'on a par rapport à la nature et par rapport aux hommes qui y habitent. Et que faisant ça, eh bien, c'est une façon d'évacuer les problèmes et de ne surtout pas s'occuper des véritables problèmes qui se posent aujourd'hui à l'avenir des paysans. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai souvent dit dans des débats à l'époque, quand on me posait la question sur le loup, parce que là, ça a été la première fois où ça a été médiatisé, que je me suis fait attaquer, mais je l'ai souvent dit. Et souvent, j'ai dit en boutade que le premier prédateur du berger, c'était pas forcément le loup, mais le ministre de l'Agriculture. Et je crois qu'on peut mettre les deux sur le même plan. Une manière très radicale de l'exprimer. C'est vrai que c'est en plus très compliqué d'élever des patous. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un patou. Il faut un patou pour 50-60 brebis. Mais il faut que le chiot soit élevé avec les brebis en même temps. C'est-à-dire qu'un chien est élevé au milieu de 50-60 brebis. C'est-à-dire qu'il faut avoir des parcs pour que le chien, pendant un an et demi, s'habitue à ses brebis.
puis ensuite le deuxième chien, pareil avec un autre groupe de brebis, ainsi de suite, pour pas que ces chiens fonctionnent en meute. Et donc ces chiens en fait sont habitués et ils se répartissent dans le troupeau sans jamais faire meute entre eux, parce que les chiens aussi auraient cette habitude de partir en meute. Donc c'est un travail très compliqué, et c'est vrai que ça ne suffit pas. Même sans aller avec ces chiens, ces nouveaux races de chiens, on a déjà eu des soucis en montagne avec effectivement les randonneurs. Même si les chiens n'attaquent pas forcément, il y a eu quelques attaques parfois avec des chiens pas forcément bien dressés, mais ne serait-ce que quand les chiens aboient, la plupart des randonneurs qui ne sont pas habitués à ces gros patous prennent peur. Et donc il y a eu des pépins, quoi. Donc c'est assez compliqué à gérer. Et là, si on revient dans cette histoire qui est quand même fondamentale, qui est aussi le multi-usage de la nature. Or, on est dans une société qui est très cloisonnée, un usage pour une activité ou pour une catégorie de personnes. Alors il y a un endroit où on dort, un endroit où on travaille, un endroit où on fait des loisirs. Et la montagne s'est transformée petit à petit comme le lieu de loisirs, avec la problématique qu'il y a en fait aussi des gens qui travaillent, et c'est un lieu d'agriculture, et que la montagne que tout le monde trouve magnifique, à part évidemment le haut du Mont Blanc, a été cultivée par l'homme ou entretenue par l'homme pendant des années. Or aujourd'hui, on est en train de complètement de cloisonner la montagne. C'est pour ça qu'on veut aussi évacuer les bergers de la montagne, parce que ça gêne d'autres formes d'activité, la randonnée, le VTT, et d'autres endroits où on a été encore plus radical, on a évacué les paysans et on a construit. Et donc on a bétonné la montagne. Et ça a été aussi une activité très forte. Puis là, ils se sont aperçus que sans les paysans et sans les troupeaux, on avait un problème, c'est qu'on avait des avalanches. C'est-à-dire que si on ne mange pas l'herbe au fur et à mesure, que si l'herbe est trop longue, au moment où la neige tombe, ben, la neige elle glisse et ça favorise les avalanches. Donc on a besoin de paysans pour entretenir la montagne. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors, à un moment, ça a été la même chose. On n'avait plus besoin des paysans, les bergers devaient disparaître du pourtour méditerranéen, des Alpes-Maritimes et autres, sauf que malgré tout, il y a des incendies aussi. Et on s'est rendu compte que la meilleure façon de lutter contre l'incendie, c'était à la fois le fait de manger l'herbe, parce que ça freine, et aussi de cultiver, et donc tout ça construit un milieu qui est cohérent et qui permet les multi-usages. Mais à un moment, on a préféré choisir le canadair aux paysans. Et c'est vrai qu'on avait fait les calculs à l'époque, on avait montré qu'on pouvait installer plusieurs dizaines de paysans avec le prix d'un canadair. Et que ça avait quand même socialement une fonction qui était autre. Donc tout ça, ça fait partie d'une représentation du monde tout à fait singulière, mais c'est lié à ce cloisonnement. On n'est plus capable de penser des espaces avec des multi-usages. C'est parce qu'effectivement, on a complètement évacué la nature et ces espaces de notre quotidien. Et ça ne reste plus qu'une image.